Quand on pense à l'Acropole d'Athènes, le Parthénon, les Propylées, on pense tout de suite à des symboles. Les symboles de la démocratie, de l'âge d'or de la Grèce. Mais et si toute cette splendeur avait été financée par ce qu'on pourrait appeler, sans trop forcer, un détournement de fonds massif? Pour vraiment saisir ce qui s'est joué sur l'Acropole à l'époque de Périclès, il faut aller voir derrière la façade de marbre. Il faut plonger au cœur d'une controverse politique et financière absolument féroce. Voilà, cette phrase de Plutarque, elle nous met direct dans le bain. Une tyrannie manifeste. C'est fort comme accusation, non? Parce que oui, pour beaucoup de Grecs de l'époque, ce chantier grandiose, ce n'était pas un chef-d'œuvre en devenir, c'était un acte de tyrannie. Un hold-up, carrément. Alors la question c'est, comment Athènes, la cité démocratique par excellence, en est arrivée à ce point? Alors, pour comprendre, il faut remonter un peu le temps. Et comme souvent en histoire, tout commence sur un champ de ruines. L'ambition folle de Périclès, elle ne sort pas de nulle part. Elle prend racine dans une Athènes dévastée qui sort à peine de l'une des guerres les plus terribles qu'elle ait jamais connues. Ok, posons rapidement le contexte. On est en 480 avant Jésus-Christ, les Perses rasent Athènes. L'Acropole est en flammes, c'est le chaos total. Mais à peine un an plus tard, le vent tourne, victoire grecque. Et dans la foulée, Athènes, qui a joué un rôle clé sur mer, prend la tête d'une alliance militaire, la fameuse Ligue de Délos. C'est dans ce contexte de reconstruction et de nouvelle puissance qu'un homme va émerger, Périclès. Et en à peine une génération, il va faire d'une cité en cendres le cœur d'un empire. Pour ça, il lui faut un symbole à la hauteur de son ambition. Et le nerf de la guerre, si on peut dire, c'est le phoros. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un tribut de l'argent que les cités alliées versent dans un trésor commun. À l'origine, c'est pour financer la flotte et se protéger d'un retour des Perses. Logique. Sauf que le danger perse s'éloigne, mais l'argent, lui, continue de rentrer. Massivement. Les caisses d'Athènes débordent, et là, une question se pose, une question qui va tout changer. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout ce trésor? Et c'est là, précisément à ce moment-là, que Périclès entre en scène avec son coup de génie politique. D'un côté, il a une ville en ruine. De l'autre, un trésor qui fait baver d'envie tout le monde. Sa solution, elle est audacieuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Il ne s'agit pas juste de reconstruire des murs. Ce qui est brillant avec le plan de Périclès, c'est qu'il fait d'une pierre deux coups. D'abord, un projet politique, presque de la com, dirait-on aujourd'hui. L'idée, c'est de faire d'Athènes la vitrine de la puissance grecque, de montrer à tout le monde qui est le patron. Et en parallèle, un projet socio-économique hyper malin. Comme on renforce la démocratie? Eh bien, on lance des travaux publics gigantesques. Ça donne du boulot à tout le monde, ça fait rentrer de l'argent dans les foyers des citoyens, et hop, ça consolide le soutien au régime. C'est un cercle vertueux. Et ce projet économique, attention, il est complètement lié à une autre de ces grandes réformes, le mistos. Le mistos, c'est une sorte d'indemnité qui permet même aux citoyens les plus pauvres de participer à la vie politique. Avant, si on était un petit artisan, on ne pouvait pas se permettre de perdre une journée de salaire pour aller à l'Assemblée. Avec le mistos, c'est possible. Et comment on finance ce mistos? Eh bien, avec l'argent des grands travaux. On voit la boucle? Les chantiers payent les citoyens, qui peuvent alors participer pleinement à la démocratie. La gloire de la cité, la prospérité des citoyens et le pouvoir du peuple, tout est lié. Bon, évidemment, ce plan magnifique a un coût énorme. Et le problème, c'est que l'argent ne vient pas des poches des Athéniens, mais de celles des alliés de la Ligue de Délos. Du coup, la réaction, elle ne tarde pas. Et elle va être, disons, épidermique. Cette phrase, qu'on doit encore à Plutarque, elle est saisissante. L'image est d'une violence incroyable. Athènes paraît de leur argent comme une femme coquette. Faut bien comprendre que pour les Alliés, c'est une trahison pure et simple, une humiliation. Ils ont payé pour une assurance vie, pour une flotte de guerre qui les protège, et à la place, ils voient leur argent se transformer en temple de marbre et en statue pour la seule et unique gloire d'Athènes. Et pour qu'on se rende bien compte des sommes dont on parle, le coût total est estimé à environ 2000 talents. Alors, un talent, c'est difficile à convertir, mais il faut bien comprendre que c'est une fortune colossale. On parle de sommes astronomiques pour l'époque. Donc oui, la colère des Alliés, elle est plus que compréhensible. Ils ont vraiment l'impression de se faire piller, de financer le luxe d'Athènes contre leur gré. Alors, petite pause méthodologique ici. C'est un réflexe essentiel à avoir en histoire. Notre source principale pour toute cette affaire, c'est Plutarque. Le problème? Plutarque, il écrit presque 600 ans après les événements. Ce n'est pas un journaliste sur le terrain, c'est un biographe, un moraliste qui vit à l'époque romaine. Son récit est donc une reconstruction, forcément orientée. Il faut le lire, bien sûr, mais toujours avec cet esprit critique en tête. On ne prend jamais une source pour argent comptant. Périclès se retrouve donc sous le feu des critiques, de l'extérieur par les alliés,
mais aussi de l'intérieur, par ses opposants à Athènes. On l'accuse de tyrannie, de gaspillage, et c'est là qu'il va sortir le grand jeu. Il va nous livrer une masterclass de rhétorique et de stratégie politique. Sa défense est franchement un cas d'école. Première partie de sa défense, adressée aux alliés. L'argument est d'une logique glaciale, presque brutale. En gros, il leur dit « Le contrat est simple. On vous fournit une protection militaire imbattable. C'est ce pourquoi vous payez. Une fois que l'argent est dans nos caisses, il nous appartient. Point. On en fait ce qu'on veut et on n'a de compte à rendre à personne. » C'est une affirmation de puissance pure et dure, la loi du plus fort. Mais le vrai coup de génie, c'est ce qu'il réserve à ses opposants à Athènes même. Alors qu'on l'accuse de jeter l'argent public par les fenêtres, il se lève devant l'Assemblée et il fait une proposition absolument bluffante. Il dit « Très bien, ça coûte trop cher, pas de problème, je paie tout, de ma poche. La seule chose que je demande, c'est que ce soit mon nom et pas celui du peuple qui soit gravé sur le Parthénon pour les siècles à venir. » C'est machiavélique. Le peuple, piqué dans son orgueil, refuse évidemment et vote les fonds d'un seul bloc. Périclès a gagné et le peuple pense avoir gagné aussi. Brillant. Et voilà, Paris gagné pour Périclès. Les chantiers de l'Acropole sont lancés. C'est une victoire politique totale pour lui. Mais cette victoire, elle a un double visage. Elle va donner naissance à l'âge d'or d'Athènes, c'est vrai, mais elle va aussi, et en même temps, planter les graines de sa future destruction. Le côté pile, c'est l'héritage incroyable que ça nous a laissé. Le Parthénon, évidemment, avec les architectes Iktinos et Kallikrates, l'entrée monumentale, les propylées, la statue d'Athéna de Phidias, tout en or et en ivoire, une pure folie. C'est à ce moment précis qu'Athènes devient, comme le disait Périclès lui-même, l'école de la Grèce, un foyer artistique et philosophique dont la lumière brille encore aujourd'hui. Et puis, il y a le côté face. Toute cette gloire a été construite sur l'arrogance. Cette manière qu'a eu Athènes de traiter ses alliés non pas comme des partenaires, mais comme des sujets, des vaches à lait. Ça a créé une rancœur tenace, un ressentiment qui n'attendait qu'une étincelle. Et cette étincelle, c'est la rivale de toujours, Sparte, qui va l'allumer. C'est une des causes profondes de la terrible guerre du Péloponnèse, un conflit qui va durer près de 30 ans et qui va signer la fin de la suprématie athénienne. Au final, la question reste ouverte et elle est vertigineuse. Ces chefs-d'œuvre qu'on admire, ces symboles de beauté, de raison, de démocratie, eh bien, ils sont nés d'un acte de force, d'une politique impériale brutale. Alors la gloire éternelle d'Athènes justifiait-elle ses moyens? La fin justifie-t-elle les moyens? C'est tout le dilemme, à la fois tragique et grandiose, de l'héritage de Périclès. Une question qui, bien au-delà de la Grèce antique, n'a sans doute pas fini de nous hanter.